Talk to me. Talk to me. À tous et tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'ai réussi, j'étais pas très bien là, j'étais sur mon téléphone portable. Je crois que j'ai réussi à me connecter via le PC. J'espère que vous êtes en forme, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Hop, je suis un peu perturbée, excusez-moi, 2 petites secondes. J'ai un petit souci de PC, mais c'est pas grave, hein, nous sommes en direct et c'est normal, ça arrive. Donc voilà. Hop, là, je suis bon. Là, c'est bon. Alors, je suis très, très heureuse de vous retrouver ce soir, d'autant plus que je fais une émission ce soir avec notre chère Marion Sigaud. Ce sera la 5e déjà. Alors, nous avons beaucoup parlé et nous avons pu échanger sur tous les sujets, notamment sur son dernier livre, Sexologie et mensonges, sachant qu'elle réédite tous ses livres auprès de l'éditeur, enfin, l'auto-édition, hein, The Book Edition, sous la bannière de Réhistoire. Je n'y arrive pas là. Hop, c'est bon. Je pense qu'on est bon. Je vais régler ça après. Donc, je suis très, très heureuse de vous accueillir et d'accueillir Marion Sigaud, qui est historienne, écrivain et qui va se présenter pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Bonsoir Marion. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Lise, bonsoir tout le monde. Tu veux que je me présente? Oui, un petit peu, juste pour... je m'appelle Marion. Je m'appelle Marion, j'ai 75 ans, je suis française de souche, comme on dit. Je suis une souchienne. Je suis bourguignonne. Je fais de l'histoire depuis 2001. 2001, je fais de l'histoire. J'ai repris mes études d'histoire en 2001, donc ça fait 25 ans maintenant. J'ai repris mes études d'histoire sur le tard, donc, puisque j'avais 51 ans, pour comprendre ce que c'est que la pédophilie. Donc, on est en pleine actualité. Et mes différents travaux, mes différentes recherches m'ont permis un jour de rencontrer une dame qui s'appelait Judith Reisman et qui a été vraiment une personne phare dans la lutte contre la pédocriminalité. Donc, j'ai déjà parlé de ma chère Judith à différentes reprises. Et là, je vais raconter l'épisode au cours duquel je l'ai rencontrée et qui s'est passé à Zagreb, en Croatie. Alors, avant d'arriver à Zagreb, je vais vous raconter ce qui s'est passé pour Judith à partir de 1981, date à laquelle elle a été chassée d'un congrès de sexologie où elle a dénoncé l'imposture Kinsey. Je pense qu'on en a déjà parlé, c'est peut-être pas la peine que je revienne, ou alors en 2 mots. Judith Reisman a découvert que Kinsey, qui est le père de la révolution sexuelle, était un imposteur et un violeur. Voilà. Donc, elle s'est rendue en 1981 à Jérusalem, où elle habitait à ce moment-là en Israël, à un congrès où elle a dénoncé la collusion entre la presse du sexe et cet imposteur, et la sexologie, et elle a été chassée. Elle attendait un tonnerre d'applaudissements et on l'a mise dehors. C'est-à-dire que c'est une personne qui a dérangé le monde de la sexologie. Et on comprendra que c'est bien au-delà du monde de la sexologie, c'est le monde du sexe pour autre chose que pour se reproduire. Voilà.
Donc, tu me dis si je commence, enfin, voilà, qu'est-ce qu'on Alors, fait maintenant? tu m'entends là, Marion? Ah oui, je t'entends très Oui, bien, oui. alors Judith Reisman, effectivement, pour recadrer un petit peu, qui était ton amie, hein, du coup, elle a découvert, malheureusement, elle était très heureuse, elle a eu 4 enfants, 4 filles, très heureuse en couple, très heureuse dans sa vie de T'es manière heureuse en générale, tout, oui. jusqu'au jour où, effectivement, sa petite fille, alors je ne me rappelle plus si elle avait 11 ou 12 ans, Elle avait elle a 10 ans. 10 ans. C'est son aîné. Son aîné Ouais. avait 11 ans. Elle avait 11 ans, oui. Donc, elle a découvert malheureusement que bah, voilà, sa fille dépérissait et que ça allait pas du tout et qu'en fait, elle était violée par le petit voisin. Donc là, grande chute du haut de tout voilà, Tout son monde s'est tout écroulé. Tout son son monde monde s'est écroulé. Hein, ouais. lisse et heureux s'est écroulé, oui. Et c'est là qu'elle a commencé à s'intéresser finalement à ce sujet-là en se disant mais comment c'est possible qu'un petit voisin si jeune enfin, je ne comprends pas ce qui se passe. Elle a commencé à s'intéresser au sujet et a découvert malheureusement beaucoup de choses. Alors malheureusement, évidemment pour elle, parce que ça a été une sacrée descente aux enfers. Mais pour nous, Et elle heureusement nous a pour beaucoup nous, parce qu'elle a écoutés. vraiment, oui, elle a vraiment œuvré pour la vérité, quoi. Et voilà, et ça a été le combat, comme tu dis à chaque fois, le combat de sa vie. Hein. Oui, tout à fait. Et toi, tu l'as rencontrée du coup, cette dame, au travers, enfin, comment ça s'est fait votre Eh rencontre? ben, je vais raconter l'histoire. Donc, je vais prendre mon récit à la date. Je vais commencer mon récit à la date de 1981, date à laquelle elle est chassée du congrès de sexologie de Jérusalem. Alors, c'est un congrès mondial, il y avait tout le monde, tout le monde y était. Donc, ça veut dire que tous les sexologues d'ici et d'ailleurs ont entendu ce qu'elle avait à dire et que si les sexologues ont continué de valoriser Kinsey, c'est parce qu'ils le voulaient bien. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, la bonne foi est hors de n'est pas de mise dans cette affaire. Voilà. Donc, après avoir été chassée du congrès de sexologie à Jérusalem, elle est retournée aux USA, où elle a commencé à s'exprimer à la radio. Alors, il est évident que parmi les gens qui étaient au congrès de Jérusalem, ben, il y en a qui sont retournés, qui en ont parlé à d'autres. Et un jour, elle a été invitée à parler à une émission de radio. Et elle a raconté à la radio aux États-Unis ce qu'elle avait raconté à Jérusalem. Et elle a été immédiatement menacée de poursuite par l'Institut Kinsey, qui lui a dit si vous continuez, vous allez voir ce que vous allez voir. L'Institut Kinsey avait les moyens. Alors, il faut savoir que derrière l'Institut Kinsey, il y avait Rockefeller. Donc, quand l'Institut Kinsey menace une simple prof de déclencher les foudres, il y a de quoi être impressionné. Elle ne s'est pas laissée impressionner, elle a passé outre, elle a dit je dis ce que j'ai à dire, mais elle a compris que l'Institut Kinsey l'avait à l'œil. Or, il se trouve que cette émission a attiré l'attention de collaborateurs du FBI, en fait, de gens qui faisaient partie de l'Office de protection de la jeunesse du ministère de la Justice. Donc, ils ont entendu l'émission, ils ont pris contact avec elle. Alors, ils disaient, Madame, on a entendu ce que vous disiez. Nous, on est confrontés à une sexualisation galopante des enfants. Il y a de plus en plus de crimes sexuels contre la jeunesse. Vous avez l'air de dire qu'il peut y avoir un rapport entre une certaine presse et cette avancée du mal concernant les jeunes et les enfants. Est-ce que vous accepteriez de nous rencontrer? Alors, elle a dit bien sûr, bien sûr. Et ils ont étudié son cursus. Alors, à ce moment-là, elle était docteure en communication. Hein. Après le drame, son drame familial, elle a quitté son job et elle est devenue docteure en communication. Elle est retournée à l'université. Elle a donc un doctorat, un PhD, comme on dit en anglais, en américain. Donc, ils ont vérifié tous ces diplômes. Il dit, Madame, il faut absolument que nous travaillions ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? Elle dit, bien sûr, évidemment. Donc, il dit, vous êtes en Israël. Est-ce que revenez en Amérique et travaillons ensemble? Eh bien, elle était donc que sa sortie de Jérusalem n'a donc pas été inutile. Donc, ils ont débloqué des fonds très importants, 800 000 $, ce qui est quand même une sacrée somme, et ils lui ont fait signer un contrat avec une université pour étudier l'impact de la presse du sexe sur la maltraitance et la violence croissante contre les femmes et les enfants. Et ça, c'est le cœur de la recherche de Judith. Judith, elle dit, sous prétexte d'érotisme doux, d'érotisme bon enfant, en fait, on attise des attitudes de prédation contre les femmes et les enfants. C'est le cœur de sa recherche, c'est ça qu'elle a voulu démontrer, et c'est pour ça que l'Office de protection de la jeunesse lui a proposé de travailler. Eux, ils avaient vraiment les moyens. Ce n'était pas les moyens de l'Office directement, mais ils avaient les moyens de débloquer des fonds
Et ils ont débloqué 800 000 $, excusez du peu. Donc, l'American University, l'université de là-bas, je ne me souviens plus où elle se trouve, a vérifié bien évidemment ses références académiques et l'Office de protection des mineurs la nomma enquêtrice principale. Voilà, enquêtrice principale d'une entreprise de mise à jour du lien qu'il peut y avoir entre ceci et cela. Donc, elle a été officiellement recrutée le 15 août 1983. À l'automne de la même année, elle a participé à une journée de formation des cadres du FBI où sa crédibilité a été renforcée. On lui a confié un groupe de travail sur l'influence de la pornographie dans la croissance vertigineuse des abus sexuels. Et le ministère a envoyé la demande de subvention au Congrès qui l'a adoptée à Noël 1983. Donc, tout va se mettre en marche, tout va se mettre en place, tout va aller bien. Et non, le ciel lui est tombé sur la tête au mois de février suivant, c'est-à-dire février 1984. Une campagne de dénigrement de son travail s'est déchaînée contre elle et les pressions ont été telles que l'American University a finalement retiré son habilitation, lui a saisi ses disquettes, volé tout son travail, tandis que l'Office de protection de la jeunesse se retournait contre elle. Alors, ça ne s'est pas fait en 3 jours, ça s'est fait sur de longs mois, mais finalement, ceux qui l'avaient soutenue ont fini par la laisser tomber. Elle découvrira plus tard que c'était l'Institut Kinsey qui était à la manœuvre pour la dénigrer auprès de ses protecteurs. Des moyens hors normes avaient été mobilisés. Le journal Playboy, alors Hugh Hefner en l'occurrence, Playboy c'est le nom du journal, Hugh Hefner c'est le nom du patron, et consorts déboursèrent, tenez-vous bien, 70 000 $ par mois pendant 2 ans pour la discréditer partout, 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 partout. Elle a tout perdu, ses crédits, son habilitation, ses contrats et toute possibilité de retrouver le moindre emploi à l'université. D'enquêtrice remarquable et fiable, elle était devenue une vieille folle bigote qui se faisait payer à regarder des magazines cochons. Ah là là, la bonne femme, gna 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 gna. On n'a jamais vu un tel déchaînement de médisance contre une seule personne, alors que 3 audiences hostiles au Congrès n'ont même pas réussi à l'incriminer en quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien contre elle, sauf qu'elle était ceci, elle était cela, elle était nulle, elle n'avait pas ses diplômes. Calomnie, 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 calomnie. Seule au monde, elle avait tout perdu. Alors, elle avait tout perdu, elle avait divorcé de son époux, elle avait ses filles qui étaient en Israël, elle se retrouvait toute seule dans la tourmente. Elle reçut un coup de fil du fondateur de la Liberty University qui la prenait sous son aile pour tout recommencer. Au moment où ça va mal, le téléphone sonne, bonjour madame. Acceptez-vous que je vous envoie mon avion pour venir vous chercher, je vous donne un bureau, un secrétariat, un ordinateur, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Monsieur était très riche et il avait décidé de mettre, alors c'est une université, comment dit-on, enfin protestante, comment dit-on pour les évangéliques, voilà. Donc des gens qui avaient, un monsieur qui avait une morale et qui disait on ne peut pas laisser une personne qui cherche à dire la vérité se faire traiter comme ça. Donc Judith a rejoint la Liberty University où elle est restée jusqu'à sa mort. Voilà. Et ses archives y sont encore. Alors, elle découvrira plus tard qu'en fait, il y avait des pédophiles haut placés à l'American University et que le ministère de la Justice était également infiltré. C'est-à-dire que quand vous voulez discréditer une personne, vous cherchez là où se trouve cette personne, là où ou les pédophiles qui sont dans la place, et puis vous activez vos réseaux. C'est à ça que ça sert, la pédophilie. Voilà. Donc, ces déboires inouïs ont malgré tout alerté des gens de bien. Ce sera le réveil des intellectuels. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'au milieu de tout ce malheur, il y a des gens qui se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelques chercheurs de haute volée ont pris contact avec elle et en ont alerté d'autres. Ils ont fini par décider de faire un livre ensemble pour dénoncer l'imposture. Et le livre sera Kinsey, Sex and Fraud. C'est-à-dire qu'au milieu de la tourmente la plus abominable, il y a des gens qui se reconnaissent, qui se rencontrent, qui s'agrègent, et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Ce livre sera le premier développement écrit de toutes les découvertes de Judith et une dénonciation sans concession de l'imposture de la pseudo-science de Kinsey. Le livre est paru en janvier 1990 chez un petit éditeur. Voilà, donc Judith n'était plus seule et elle était entourée de gens qui étaient docteurs autant qu'elle. Des gens qui avaient des doctorats. Donc, ce sera l'occasion, la sortie du livre sera l'occasion pour l'équipe d'être invitée sur un plateau de télévision d'une émission très très populaire, animée par un grand admirateur de Kinsey, Phil Donahue.
Gilles Donahue, un type absolument délicieux, charmant, adorable et tout, mais il adorait Kinsey. Ouais, c'est comme ça. Et il a invité Judith et ses amis et ses soutiens. Donc, sur le plateau, elle a été soutenue par ses amis et odieusement traitée par ceux de Kinsey. Elle a crevé l'écran littéralement. Elle a réussi à ébranler les certitudes de Phil Donahue et elle a traité ses adversaires de putain de pédophiles, you bloody pédophiles. Elle leur brandissait le poing, elle les a renvoyés dans leur corde. Elle était sublime. Un journaliste anglais qui s'appelait qui s'appelle toujours, il est toujours vivant, qui s'appelle Tim Tate, il a vu l'émission. Alors, je ne sais pas s'il l'a vu en direct ou en différé, mais en tout cas, il a vu l'émission. C'est un monsieur qui est né en 1956, père de 6 enfants, et il a toujours été de gauche et il était partisan des conclusions d'Alfred Kinsey. Mais quand il a vu ça, il a dit tiens, il faudrait peut-être aller voir quand même. Donc, troublé, il a voulu trouver la vérité, il a mobilisé une équipe de recherche et il a sorti un documentaire de 51 minutes, Les pédophiles de Kinsey. Kinsey's Pedophile. Il y donne dans ce reportage de 51 minutes la parole aux collaborateurs de Kinsey, parce que Kinsey est mort au début des années 50, mais il a plusieurs collaborateurs qui lui ont survécu longtemps. Donc, dans son reportage, il donne la parole aux collaborateurs de Kinsey et à de nombreuses victimes. Et c'est lui, Tim Tate, qui a retrouvé l'identité et le modus operandi du violeur des enfants du tableau 34. Le tableau 34, c'est le tableau par lequel Judith a compris que Kinsey faisait violer des enfants et qu'il appelait leurs évanouissements, leurs convulsions et leurs hurlements des orgasmes. Donc, ce sont les enfants du tableau 34. Le tableau 34, Tim Tate a découvert qui a violé les enfants du tableau 34. C'est également Tim Tate qui a découvert l'existence d'un pédophile nazi avec lequel Kinsey avait correspondu pendant toute la guerre. C'est vraiment un vrai journaliste, hein. Tim Tate, c'est pas n'importe qui. Donc, le film de Tim Tate est sorti à la télévision anglaise le 10 août 1998 et il a été doublement primé par l'UNESCO et Amnesty International. Donc, bravo, bravo, bravo. Eh bien, la presse américaine, ça c'est en Angleterre, la presse américaine a fait le blackout total sur le film, qui a été déprogrammé sur diverses chaînes. Personne n'en pie pas mot outre-Atlantique. Censure, censure, censure. C'est extraordinaire, le pays de la liberté d'expression. Mais le film a été mis sur la toile où il a circulé. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. La mobilisation pour puis contre le mariage pour tous en 2012 a atteint la toute proche Croatie où une journaliste a mis les pieds dans le plat. Cette journaliste, c'est Karolina Vidović-Christo, 39 ans à l'époque, mère de 4 enfants, et elle a lâché sa bombe le 29 décembre en publiant dans son magazine de larges extraits du film de Tim Tate, Kinsey's Pedophile. Karolina est très patriote et très populaire et elle entendait alerter son public. Elle avait une émission de magazine régulière qui était très, 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 très suivie. Elle entendait alerter son public sur l'introduction imminente de l'éducation sexuelle à l'école de la très catholique Croatie. Et là, ça passait pas du tout. L'éducation sexuelle à l'école. Alors, l'éducation sexuelle à l'école, c'est ce qui a été promu par Alfred Kinsey. Alfred Kinsey disait les enfants sont sexuels dès leur naissance. La preuve, regardez, ils jouissent, ils jouissent, ils jouissent. Et il disait il faut donc les accompagner dans l'éveil de leur sexualité dès le plus jeune âge. Et c'est lui qui a promu le sexe à l'école, et ensuite le siecus, etc. Ben, le siecus, c'est pas lui parce qu'il était déjà mort, mais c'est son comparse, Hugh Hefner. Donc, le sexe à l'école, ça provient effectivement de Kinsey. Donc, ouais. Karolina entend alerter son public sur l'introduction imminente de cette aberration dans la Croatie. La Croatie est catholique, elle n'entend pas les choses de cette manière-là. Donc, le ministère de l'Éducation croate prétendait œuvrer pour la santé des enfants. Alors, vous savez ce que c'est, la santé sexuelle? Bon, justifier les droits sexuels par la santé sexuelle. Si vous avez une bonne santé sexuelle, vous êtes quelqu'un d'épanoui. Santé sexuelle, c'est encore les aberrations de tous ces gens-là. Donc, le ministère s'apprêtait à déverser dans les salles de classe les horreurs de la pornographie, la théorie du genre et l'apprentissage de tous les tripotages seuls ou en groupe, parce que c'est ça le sexe à l'école. C'est l'horreur. Dès la publication du reportage, elle publie son reportage, elle avait carte blanche, hein, elle était très populaire, son émission fonctionnait très bien. Dès la publication du reportage, la chaîne de TV nationale a présenté ses excuses au public en disant « excusez-nous, on n'avait pas vu, on n'avait pas su », et a licencié Karolina sans autre forme de procès. Et l'association des journalistes, autant dire le syndicat des journalistes, a pris le parti de la chaîne contre elle en disant qu'elle l'avait bien cherché, qu'elle avait qu'à pas. Bien, hein, sympa la Croatie. Suffoquée. Karolina a ouvert une page Facebook
qui a recueilli des milliers de soutiens et a permis la diffusion de son reportage. Alors c'est bien, elle fait un reportage, elle le montre une fois, tout le monde hurle en disant il faut pas, du coup elle le met sur Facebook et puis ça tourne partout. C'est comme ça. Donc, la population a commencé, alors là, la population se passait le truc, regardez l'émission de Carolina, on ne peut pas la voir à la télé, mais on peut la voir sur Internet. La population a écrit quantité de lettres à la chaîne qui s'est dispensée de répondre et a continué de diffamer Carolina. Des parents alertés commencèrent à enquêter et ils ont découvert qui était en charge de ce programme destiné aux enfants. C'est un certain Stuhlhofer, professeur de sexologie, sorti tout droit de l'Institut Kinsey, qui fréquentait assidûment des pédophiles notoires. Alors, je ne dis pas que lui l'était, parce que je n'ai pas de précision à cet égard, je me doute bien que, mais je ne lance pas la chose. Par contre, lui, il est évident qu'il se montrait partout avec des pédophiles notoires. Il participait à des colloques sur le droit de ceci, le droit de cela. C'était vraiment un individu pique glauque. Donc, Carolina, harcelée par les médias de gauche, elle avait le soutien de la population, mais elle était harcelée par les médias de gauche, elle a finalement écrit à Judith pour lui demander de l'aide. Alors, comment on fait pour écrire à Judith Reisman? Je vais vous expliquer comment elle a fait, puisque j'ai fait la même chose. Judith avait un site, vous ouvrez le site, fiche contact, vous ouvrez la fiche contact, bonjour, je m'appelle Tartampion, et hop, Judith répond. Et c'est comme ça que Judith est entrée en contact avec Carolina. Et Carolina a demandé à Judith si elle pouvait venir à Zagreb présenter son travail. Le 29 janvier 2013, Judith a atterri à Zagreb, tout sourire et flanquée de Tim Tate. Et voilà, elle est allée rechercher le journaliste anglais qui lui a dit « Zagreb, je viens avec toi, pas de problème ». Eh bien, figurez-vous qu'elle était encore dans l'avion, que la campagne de diffamation contre elle avait déjà commencé. Ah non, sévère. On l'a accusée, tour à tour, d'obscurantisme chrétien et d'antisémitisme. Alors, c'est bien parce qu'elle était juive. Hein. Alors, obscurantisme chrétien et antisémite. Elle adore. Ils sont complètement malades. Mais je dis, tu sais, antisémite, ça marche à tous les coups. Hein. C'est ce qu'on appelle un rayon paralysant. Et l'obscurantisme chrétien, c'est vrai qu'elle était soutenue par les évangéliques américains. Et on a même rajouté qu'elle était négationniste. Alors ça, c'est ça qui l'a fait rire le plus. Ils sont complètement malades. Enfin bref. Elle a été reçue à Zagreb, à la faculté des sciences politiques, où elle a été prise à partie par le directeur qui l'a interrompue grossièrement, et une étudiante a quitté l'amphi en vociférant et est partie en claquant la porte. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Alors qu'un débat avait été prévu entre elle et le fameux Stuhlhofer, dans le fameux amphi, un groupe d'homosexuels a envahi les gradins et on en profita pour évacuer la salle. Bien joué, hein? On rétablit l'ordre et hop, donc pas de débat avec Stuhlhofer. Le film de Tim Tate devait être projeté dans le plus grand cinéma de Zagreb devant 800 personnes. Oh, c'est pas de peau, on n'a pas réussi à faire marcher la machine. Un problème technique a empêché, le film ne tournait pas. On l'avait essayé avant, on l'a repéré après, ça ne marchait pas. Oh, c'est ballot quand même. Alors, on invite Judith à monter sur la scène. À défaut de film, on va remplacer le visionnage par un débat en direct. Oh, il n'avait plus de micro, il n'avait pas de sono. Oh, c'est ballot quand même. Voilà comment on l'a reçu à Zagreb. Alors, il y avait ceux qui étaient là, enfin bon, ceux qui étaient là pour l'embêter, ceux qui étaient là pour la recevoir bien. Donc, elle a quand même réussi à présenter son travail à des parlementaires à qui elle a raconté d'où venait l'affreux mensonge « les enfants sont sexuels dès la naissance ». Et ça, c'est vraiment, c'est le leitmotiv, quoi. On gave les enfants de sexe parce qu'on prétend qu'ils sont sexuels dès la naissance. Et la base de cette prétention, c'est le viol de, en l'occurrence, 237, je crois, petits-enfants de quelques mois à 13-14 ans par un pédophile qui les a violés, dénudés, sodomisés. C'est infernal. Et ça, tu le détailles dans ton livre Sexologie et mensonges, entre autres. Dans Sexologie et mensonges, je raconte bien tout ça. Oui, tout à fait. Et c'est difficile, hein, mais pour autant, il faut comprendre tout ça parce que de Kinsey découlent les standards de l'OMS sur laquelle est basée cette fameuse éducation dite à la sexualité dans les écoles et dans tous les programmes. Tous les programmes de sexe à l'école dépendent de Kinsey. Tous. Pas qu'à l'école, hein, dans les centres sociaux aussi, rendez bien. Dans les centres sociaux, dans tout ce qui accueille des enfants, tout ce qui est fait par les associations dites soi-disant de protection de l'enfance, c'est ça.
Hein, des fois, sous couvert on intervient au nom de la lutte contre le harcèlement, toujours des beaux mots, des belles choses. En fait, Exactement. Voilà. Et tout ça, ça vient de Kinsey, et tout ça, et ça, c'est inlassablement, Judith le répétait, ces assertions mensongères et criminelles proviennent de la relation mensongère d'un viol collectif par un type qui s'appelait Green, enfin bon, peu importe. Et il faut préciser quand même qu'il a utilisé donc le Kinsey avec d'autres personnes, d'autres complices. Il a utilisé des homosexuels donc en prison. Il a utilisé aussi des professeurs. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Là, on ne parle pas des enfants. Là, l'imposture Kinsey, là, on parlait uniquement des enfants. Parmi l'imposture Kinsey, il y a l'imposture de la sexualité des hommes et de la sexualité des femmes. Là, on parlait des enfants. La sexualité des hommes, Kinsey a fait à croire que les homosexuels étaient 10% de la population, que 90% de la population avait de temps, au moins partiellement des activités homosexuelles, et que pratiquement les hétérosexuels étaient une petite minorité. Voilà. Donc ça, comment a-t-il fait pour sortir des imbécilités pareilles? Parce qu'il est clair que c'est complètement faux. Enfin, il est clair pour les gens qui ont travaillé dessus. Moi, je ne fais que répéter ce qu'ils ont dit. J'ai perdu le fil. Là, tu parlais des homosexuels, pardon, pour distinguer la sexualité. Donc, alors, comment a-t-il sorti ces statistiques? Il est allé, il a fait son enquête pendant la guerre. Pendant la guerre, les hommes mariés les hommes lambda étaient en Europe, ils étaient au front. Donc, il est allé en prison interroger des délinquants sexuels et de toute façon des prisonniers. Quand tu interroges des prisonniers en prison et que tu parles de leur vie sexuelle, ils ne vont pas te raconter ce qu'ils font avec leur femme, ils n'en ont pas, d'accord? Bon, donc il a bidouillé ces enquêtes et il a fait à croire que ce qui se passait dans les prisons, c'était ce qui se passait dans la société. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait une étude absolument malhonnête. Donc ça, c'est la façon dont il a bidouillé les rapports sur la sexualité des hommes. Mais là, je parlais de la sexualité des enfants, très précisément. Voilà. Donc, Judith, elle a fait savoir à qui de droit, et notamment à ses parlementaires croates, ce qu'elle savait, et les gens ouvrent les yeux comme des soucoupes. Ils disent, c'est effrayant, quoi. C'est effrayant, cette pression qu'il peut y avoir pour nous faire adopter des comportements criminels. Alors, 2 jours après son arrivée à Zagreb, elle a reçu la médaille de la ville de Zagreb et l'archevêque de Zagreb, Monseigneur Baricic, l'a remercié de son engagement en disant « Vous nous avez réveillés de notre léthargie ». C'est-à-dire que Judith, à peine arrivée à Zagreb, elle est devenue une héroïne locale. Elle dit quand elle marchait dans la rue, les gens la reconnaissaient, ils l'embrassaient, ils lui donnaient des fleurs, ils lui faisaient des cadeaux, ils l'invitaient chez elle. C'est extraordinaire. En quelques jours, elle a acquis une popularité qui mit en rage les ennemis de Carolina. Elle a fait un séjour absolument tonitruant. Elle a été maltraitée par les autorités et magnifiquement accueillie par la population qui avait d'une part Carolina en odeur de sainteté, mais de la population des braves gens qui veulent la vérité, qui ne veulent pas qu'on embête leurs enfants surtout. Voilà. Donc, elle est rentrée, elle a passé quelques jours, elle est rentrée chez elle, et la Croatie a refait parler d'elle au mois de décembre de 2013 en inscrivant dans sa constitution que le mariage était l'union d'un homme et d'une femme. Alors, 2013, chez nous, le mariage pour tous, c'est 2012. Eh bien, en décembre 2013, la Croatie a inscrit dans sa constitution que le mariage était l'union d'un homme et d'une femme. Un référendum a été initié par des associations familiales et le référendum a fait un raz-de-marée en mobilisant 750 000 citoyens dans un pays de 4,3 millions d'habitants. Ça fait un score de 64,84% de la population qui a été sans surprise traitée d'homophobe. Bien sûr, si la population catholique d'un pays catholique dit « nous voulons que le mariage soit l'union d'un homme et d'une femme », et nous voulons que ce soit inscrit dans la Constitution, on les a traités d'homophobes. Alors, c'est grâce à qui ce référendum? C'est certainement le passage de Judith et de Tim Tate qui a été grandement pour quelque chose. Alors, le combat de Carolina, bien évidemment. Alors, on a appris dans la foulée que la Cour suprême croate avait ordonné l'arrêt des cours organisés par Stuhlhofer. C'est-à-dire que c'est une victoire. C'est une victoire. Il est certain que cette victoire des familles est due au magnifique travail de Judith et de celui qu'elle a fait avec Tim Tate
en collaboration bien sûr avec la belle Carolina. Si vous saviez la belle femme que c'est cette Carolina, c'est une merveille, c'est une très très belle femme, et gentille comme tout, c'est un bijou. Alors, on a appris bientôt dans la foulée que le Conseil économique et social de l'ONU, c'est-à-dire l'ECOSOC, se préparait à donner à l'Institut Kinsey une accréditation aux Nations Unies. Ben, c'est une consécration. C'est-à-dire que les Nations Unies, en donnant une accréditation à Kinsey, va faire de Kinsey un partenaire privilégié pour édicter des règles, des normes et des futures lois. C'est pas beau ça? C'est pas une consécration ça? Alors immédiatement, l'équipe se reconstitue autour de Carolina et on décide d'organiser une rencontre internationale à Zagreb. Bis repetita, Judith va retourner à Zagreb avec son camarade Tim Tate. Voilà, voilà. Moi, j'avais pris contact avec Judith et je correspondais avec elle depuis plusieurs mois. Je ne l'avais jamais vue, hein, on correspondait par Internet. Et elle m'a invité, elle me dit viens à Zagreb, viens-y, il va y avoir un tas de gens. Enfin bon, moi à ce moment-là, j'étais à Égalité et Réconciliation, j'en ai parlé à toute la bande, j'ai dit voilà, Judith Reisman, qui est une personne absolument exceptionnelle, j'avais déjà fait 1 ou 2 vidéos sur elle. Elle m'invite à Zagreb, est-ce que vous me payez le billet? Enfin bon, un peu tiré dans tous les sens, mais bon, voilà. Et j'ai dit d'accord, d'accord, donc elle m'a mis dans la boucle, hein, la boucle de messages, et quelqu'un, on ne saura pas qui, est intervenu dans la boucle pour dire que je fréquentais des antisémites et ma venue a failli être annulée. C'est gentil, alors on ne sait pas qui c'est, et puis je m'en fous, mais Judith, elle a vraiment changé de couleur. Elle ne voulait à aucun prix que le sujet des enfants soit détourné de quelque manière que ce soit. Elle me dit, Marion, j'ai très envie de te voir, viens me voir chez moi, mais si tu viens à Zagreb et que quand tu arrives, on te traite d'antisémite, on parlera de ce sujet-là et pas de l'autre. Donc, j'ai dit, bravo, bien joué les salopards, le ou les salopards, je ne saurais jamais qui c'est. Donc, Tim Tate et Carolina l'ont rassuré en disant, attends, Marion, elle ne vient pas pour participer, elle vient pour faire un reportage. Il n'y a aucune raison de la traiter de quoi que ce soit. Ils ont appuyé ma venue, j'ai pris l'avion pour Zagreb, la perle au cœur de la vieille Europe. Et là, c'est là que j'ai fait connaissance avec ma Judith. On s'est tombé dans les bras, avec Carolina aussi. J'ai une jolie photo dans mon livre, je ne sais pas si tu peux la montrer, où on voit Judith assise au milieu de nous et elle tient la main droite et la main gauche très serrée, la main de Carolina et la mienne. C'est la juive américaine avec ses 2 copines catholiques européennes. C'était joli comme tout. Voilà. Donc, nouvelle série de rencontres à Zagreb. Alors, c'est Tim Tate qui ouvre le bal le 27 mai 2014 au matin à l'Université catholique. Alors, Tim Tate a rappelé son engagement d'agnostique socialiste favorable aux droits des gays. Mais il était là pourquoi? Pour dire ne touchez pas aux enfants. Voilà, c'est un père de 6 enfants ou 4 enfants, je ne sais pas, enfin bon, c'est un père de famille. Il dit on ne touche pas aux enfants, les droits des homosexuels tant que vous voulez, mais ne touchez pas aux enfants. Alors, il dénonce l'imposture, le mensonge, les viols, les manipulations de tous ces pédophiles, dont l'un lui a avoué si nous éduquons les enfants au sexe, alors ils aimeront le faire avec nous. C'est pas un aveu, ça? C'est pas un aveu, ça? Et il dit l'accréditation de l'ONU va donner de la crédibilité à ces criminels. Il faut interdire l'Institut Kinsey à l'ONU. Aujourd'hui, affirme Tim Tate, après avoir décrété, tenez-vous bien, que le mois de mai était désormais le mois de la masturbation, de mon temps on disait le mois de Marie, maintenant il paraît que c'est le mois de la masturbation, le mois de mai, on envisageait de décriminaliser la masturbation en public. Il dit mais ça va s'arrêter où? Ça va s'arrêter où? Réveillez-vous, on ne peut pas se laisser bouffer comme ça par les maniaques sexuels, c'est invraisemblable. Judith a redit sa découverte de l'imposture et elle a raconté en détail comment le mensonge s'était propagé et elle a montré la courbe effarante de la progression des crimes sexuels, notamment contre les mineurs, directement corrélée à l'irruption du sexe dans la sphère publique. La grande révolution sexuelle, plus on en parle, plus on viole. C'est comme ça. Alors qu'on a prétendu... On a prétendu que... Pardon? Oui, c'est ce que j'allais dire, alors qu'on a prétendu et qu'on prétend encore que c'est pour la protection des enfants. Exactement. On a prétendu que si on libérait le sexe, il y aurait moins de violences sexuelles, alors que c'est juste l'inverse.
C'est juste l'inverse. Et c'est ça qu'elle démontre. C'est ça qu'elle démontrait. Judith a sillonné la planète pour dire arrêtez de parler de sexe, arrêtez de montrer du sexe, laissez le sexe rentrer là d'où il n'aurait jamais dû sortir, et on va arrêter les agressions sexuelles. Alors que c'est vrai que l'argument était inverse. On disait les agresseurs sexuels sont des êtres frustrés. Quand il n'y aura plus de frustration, il n'y aura plus de violence. Ben, voyez. Alors, parmi les intervenants, il y a un détective new-yorkais qui a raconté gravement à quel point l'Internet avait fait bondir le trafic d'enfants devenu industriel. Et ce monsieur, je le revois, je crois qu'il s'appelle Thompson, je ne me souviens pas de son nom, il est dans le livre. Il avait le visage désespéré, il avait une tristesse. Et je me suis un peu entretenue avec lui. Il m'a dit c'est épouvantable ce qui se passe, c'est épouvantable ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est ce qui est en train de sortir avec l'affaire Epstein. C'est ce que maintenant on connaît, on comprend de plus en plus. Judith, les enfants ne sont pas sexuels, mais humains dès la naissance, bons dès la naissance. L'irruption de la pornographie et de la sexualisation les a transformés en prédateurs. Ils s'agressent mutuellement, même entre frères et sœurs. Sauver l'humanité, c'est sauver les enfants. Sauver les enfants, c'est sauver l'humanité. Dans une petite ruelle tortueuse du vieux Zagreb, ses nouveaux amis ont organisé la récitation d'un chapelet devant un petit oratoire marial. Ils étaient plusieurs centaines rassemblés autour d'elle. C'était la première fois qu'elle entendait un Ave Maria. Ses amis chrétiens américains étaient surtout protestants, ils ne connaissent pas la Sainte Vierge. Et c'est parti, je vous salue Marie, pleine de grâce. Tout le monde, ils étaient moins de 500, autour d'elle, serrés autour d'elle, en état d'extase. Je la vois soupirer, fermer les yeux, elle les rouvre, elle les referme plusieurs fois, elle remue les lèvres en silence en tentant de répéter les paroles de la prière. Et quand la prière s'est achevée, je me suis glissée vers elle, elle m'a pris la main, elle me dit « C'est le plus beau moment de mon existence. » Impressionnant, non? Quelqu'un a lancé le chant Amazing Grace. Je ne sais pas si tu connais ça. Amazing Grace. C'est une surprenante grâce. Tu connais ça? Tu as entendu parler? Oui, je connais. Oui. C'est un hymne américain à la rédemption divine que Judith a chanté de tout son cœur devant tout le monde. Alors, Judith a été chanteuse. Hein. Elle avait une voix absolument sublime. Elle chantait. Elle avait beaucoup de coffres. Une toute petite dame avec un coffre extraordinaire. Elle chantait très, très bien. Et elle a chanté Amazing Grace, qui a été lancée par je ne sais pas qui. Et la surprenante grâce, c'est celle qui a touché le cœur d'un ancien négrier qui était en fait devenu un combattant de la liberté et de l'abolition de l'esclavage. C'est une très, très belle chanson, Amazing Grace. Voilà. Alors, des jeunes gens autour de Judith, alors il y avait des abbés en soutane, tout le monde, alors tous les gens qui récitaient la prière, ils avaient une bougie allumée, c'était d'une beauté, c'était extraordinaire. Des jeunes gens ont mis un genou à terre en se signant et un prêtre les a bénis et les a adoubés chevaliers pour la défense des enfants. C'est pas beau ça? Chevaliers pour la défense des enfants. Et quand Judith a pris la parole, elle a commencé son appel par le mot « prions ». Elle avait été élevée chez des juifs totalement agnostiques, elle n'avait jamais appris à prier, mais ça s'est imposé à elle. Elle a dit prions. Elle venait de prier quand même un chapelet complet. Elle a demandé qu'on prie pour les victimes, pour qu'on lance enfin une procédure contre l'Institut Kinsey qui devait être expulsé de l'ONU et pour que l'éducation sexuelle à l'école soit bannie dans le monde entier. Puis, elle a lu sa résolution qui a été traduite en croate, en allemand et en français. Je vous la lis. Nous tous, indépendamment de l'âge, de la nationalité, de l'idéologie, de la foi, de la couleur de la peau, de l'option politique, indépendamment de tout le reste, nous sommes unis contre l'acte criminel de la pédophilie. Nous nous adressons donc à vous, présidents des pays membres des États du monde et dirigeants des Nations Unies. Bannissez l'Institut Kinsey de l'ONU. L'Institut Kinsey et son fondateur Alfred Kinsey ont incité et payé des pédophiles pour qu'ils abusent d'enfants. Tout cela a été prouvé, mais n'a jamais fait l'objet de poursuites et personne n'a jamais été condamné. L'Institut qui, par ses activités, a abusé d'enfants et de nourrissons, doit faire l'objet d'une enquête, de poursuites et de condamnations. Il ne doit pas être membre d'aucune organisation humaine dont l'impératif est le bien-être des hommes. Conformément à sa propre charte et en respectant le besoin général de l'homme de protéger les enfants et de traiter les actes criminels, nous demandons à l'ONU d'exclure l'Institut Kinsey de ses membres. Nous joignons à cette résolution les preuves des actes monstrueux d'Alfred Kinsey et de l'Institut Kinsey et encourageons les Nations Unies à engager également des poursuites judiciaires contre l'Institut Kinsey conformément à leur autorité.
Fin de l'appel. Je crois que cet appel est complètement d'actualité. Il faut le ressortir en hommage à Judith. Figurez-vous que le même jour, le ministère de la Science, de l'Éducation et des Sports dénonçait rageur la diffusion massive d'un dépliant intitulé « Ne touchez pas aux enfants » et contenant de fausses informations. Ce dépliant odieux, disait-il, violait le droit à une éducation heureuse des enfants. Pour éduquer les enfants de façon heureuse, il faut leur apprendre le sexe. Voilà. L'appel de Judith est complètement d'actualité, c'est ça qu'il faut ressortir. La Croatie a publié les 2 derniers livres de Judith, qui ont été traduits donc en croate, qui a quitté Zagreb pour continuer son combat en Europe, au Québec, en Amérique latine, partout où on l'appelait. Elle est venue à Paris et chez moi en Bourgogne, avant de me rejoindre à Montréal à l'invitation de parents catholiques. Judith s'est éteinte le 9 avril 2021, 6 mois après m'avoir remis son dernier ouvrage, Kinsey, Rockefeller et la CIA. À l'heure actuelle, ces 3 principaux ouvrages que j'ai préfacés sont donc disponibles en français. Il y a Kinsey, la face obscure de la révolution sexuelle, paru chez Contre-Culture en 2016, La subversion sexuelle aux éditions de Saint-Rémy en 2017 et Kinsey, Rockefeller et la CIA, sous la bannière de Réhistoire pour tous, chez Book Édition en 2025, avec votre servante pour la traduction, la mise en forme. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Marion, c'est bouleversant. Merci infiniment parce que toutes les deux, elle a combattu et toi tu combats encore et ça fait 30 ans, si je ne dis pas de bêtises, que tu es dans ce sujet-là, Oui. malgré toi. Hein, tu racontes comment tu es tombée, entre guillemets. Ah oui, c'était pas pour le plaisir. Tu es tombée dessus, oui, parce que c'est quand tu es arrivée tranquillement t'installer à la campagne, hein, si je me rappelle bien, que oui, c'est exactement ça. Confrontée à cette dure réalité-là. Et on le voit encore une fois aujourd'hui, on ne peut plus d'actualité encore ce combat-là. Pour autant, et j'aimerais bien que tu t'en parles un petit peu si tu veux bien, tu vois quand même quelques progrès et justement ta fameuse petite expression, je ne me rappelle plus exactement, mais la goutte d'eau, quand ça commence à percer finalement. Ah oui, oui. C'est une image que j'ai trouvée, hein, que j'ai un peu inventée. Enfin, tu sais, bon, on n'invente jamais tout seul. On invente aussi avec les images que les gens nous donnent. Mais j'ai conçu un jour l'image suivante, que la vérité, c'est comme l'eau dans une citerne. La vérité sur les crimes commis par les gens qui s'attaquent aux enfants et qui s'attaquent par les gens qui nous oppriment, qui nous oppressent et qui tiennent le monde qui va si mal, si mal. La vérité concernant tous ces agissements, c'est comme de l'eau enfermée dans une citerne. Si la citerne est solide, goudronnée, bétonnée, absolument indestructible, mais qu'il y a un petit trou, l'équivalent d'un trou d'épingle, l'eau sortira par ce trou d'épingle. Et à plus ou moins long terme, la citerne se videra, c'est-à-dire que la vérité s'échappera. Et la force des choses fait qu'un petit trou qui fait passer un petit filet d'eau, s'il y a une grosse quantité d'eau par-dessus, au bout d'un moment, le petit trou devient plus grand et à un moment donné, c'est la brèche et tout va se renverser. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de vivre. À l'heure actuelle, la chape de plomb qui a interdit qu'on sache ce qui se passait dans les réseaux pédocriminels est en train de sauter. Et on n'en est qu'au début, et c'est en cours. Je pense que c'est la citerne qui est en train de se vider. C'est la citerne qui est en train de se basculer. C'est pas seulement de se vider, c'est la brèche, quoi, d'exploser. C'est comme un barrage qui saute. Un barrage, il peut tenir longtemps, et puis à un moment donné, il saute, pouf, c'est ça qui est en train de se passer. Oui, parce que tu parles de réseaux, toi, hein, et qui ne sont pas. Bien sûr. Bien sûr. Parce que là, on n'en parle pas encore dans les dossiers, les Epstein Files, là, on n'en parle pas encore de réseaux. Hein, on essaie de cacher ça, pour autant, en disant que c'est des individus un peu seuls, qui sont avides de pouvoir et d'argent, et en essayant d'éviter encore et d'éluder la problématique de réseau international. Pour autant, toi, tu le dénonces depuis longtemps. Que je dénonce depuis longtemps, et que Judith, dans son livre Kinsey, Rockefeller, CIA, elle dénonce très bien, hein, la collusion, elle est entre l'Institut Kinsey, pour ce qui concerne ce problème-là, parce que pour ce qui concerne d'autres problèmes, c'est autre chose, ce qui concerne le climat ou la santé, etc., c'est autre chose. Mais si on regarde le réseau tel qu'il fonctionne autour de la révolution sexuelle,
dont on prétend qu'elle est au cœur du plan. Alors, le plan, c'est quoi? Tu as des gens très haut placés qui ont décidé qu'on était trop nombreux sur Terre et qu'il fallait éliminer 90% de la population. Bon, ces gens-là se sont organisés dans un institut qui s'appelle l'Institut Tavistock en Angleterre au début du XXe siècle. Cet institut Tavistock a développé tous les moyens intellectuels, psychologiques, tout. Ils ont tout développé pour essayer de voir comment on pourrait réduire la population et en obtenant son consentement. Ça a donné, entre autres, l'Institut Kinsey. Et qui finance ces choses-là? C'est l'Institut Rockefeller. L'Institut Rockefeller, c'est une entreprise de très grande richesse. Alors, dans le livre de Judith, on ne parle pas de la puissance de la famille Rothschild, on ne parle que des Rockefeller, c'est pas les mêmes. Et je me demande si on ne peut pas prévoir, je ne sais pas, mais je me demande si on ne peut pas prévoir une lutte au sommet, parce qu'au sommet, il y a la place que pour un seul. Et quand les puissants commencent à se battre les uns avec les autres, c'est la solution pour les gens qui sont au-dessous. Donc, je me demande si les Rockefeller représentent ce qu'on appelle les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants, les WASP, et les Rockefeller représentent beaucoup plus la société juive. Et voilà. Et donc, dans les réseaux soutenus par Rockefeller, c'est soutenu par Rockefeller avec la supervision de la CIA. C'est-à-dire que la CIA permet à ces agissements de traverser les frontières. C'est absolument monstrueux. Ce que Judith raconte dans Kinsey, Rockefeller, CIA, c'est absolument monstrueux. Monstrueux. J'en ai fait des cauchemars quand je l'ai traduit. Je me suis trouvé mal à différentes reprises. Et j'ai été obligée, au début du livre, de mettre un petit mot d'avertissement en disant 1, éloignez les enfants, 2, ne m'en vouillez pas si c'est insoutenable. Il a fallu sans arrêt arbitrer entre la nécessité de dire la vérité et de ne pas trop en dire pour pas traumatiser le lecteur. Voilà. Donc j'ai fait de mon mieux. Donc c'est évident qu'il y a des réseaux. Comment peut-on imaginer que des crimes pareils puissent être perpétrés aussi longtemps sans être poursuivis s'il n'y a pas des réseaux pour protéger les criminels? C'est évident. Oui, mais il y a ça, et il y a effectivement aussi ce système pyramidal mis en place, c'est-à-dire que des filles étaient mises en place pour $200 pour recruter d'autres filles, etc. Enfin, c'est hallucinant de machiavélisme et de... Alors ça, c'est pour le recrutement des petites jeunes filles dans le réseau Epstein, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a les tout petits enfants qui sont pris à leurs parents. Il y a tous les enfants des services sociaux qui sont arrachés à leurs parents, prétendument pour les protéger, et qui servent ensuite c'est connu, ça, c'est une réalité. Il y a énormément d'enfants dans les populations migrantes. Il y a des tas d'enfants qui disparaissent. Tu as des migrants qui arrivent par bateau, il y a des enfants au milieu. Hop, quand ils arrivent, on les perd. Qui c'est qui va porter plainte? Où sont partis ces enfants? Et il y a des enfants également qui ont été diagnostiqués. Alors ça, c'est le grand scandale que Judith a dénoncé dans Kinsey Rockefeller CIA au début des années 50. Tu as quantité d'enfants qui ont été diagnostiqués soit malades mentaux, soit autistes, soit agités ou choses comme ça, qui ont été mis en hôpital psychiatrique où on leur a fait subir des atrocités indicible à titre d'expérience, et c'était pour la science. Et pour la science, on s'est servi d'enfants comme de cobayes. C'est abominable. Et tout ça a été couvert par le gouvernement, par l'université, par l'agent médical, par la CIA, par l'Institut Rockefeller, etc. C'est une abomination. Donc, les révélations ne font que commencer. Et j'insiste, les petites jeunes filles, ça peut se manipuler une petite jeune fille. On peut lui dire, regarde, on va te faire des photos de toi, tu vas devenir célèbre, etc. Donc la gamine, elle peut être pas consentante, mais disons tomber dans un piège. Mais les enfants, on les rapte. Les petits enfants, on les rapte. C'est d'une violence inouïe, c'est abominable. Et il y a des gens que ça amuse, ça les fait jouir. Faire le mal les excite et leur fait plaisir. Et on est dirigé par ces gens-là. C'est effroyable. C'est tellement effroyable et gros, et que finalement, je comprends que ce soit difficile pour les personnes d'entendre ça et de prendre conscience aussi de
de la gravité des choses et de ce qui est révélé là au travers de ce qui existe. Encore une fois, Marion, on a déjà fait des émissions depuis longtemps, très longtemps. C'est fou en fait, c'est tellement incroyable qu'on se dit mais c'est pas possible, je veux pas y croire, je peux pas voir ça en plus parce que c'est difficile à entendre, à lire, Oui, à c'est voir difficile. aussi. Et quand on est parent, mais pas que, hein, parce que moi je connais des personnes qui ne sont pas parents et qui ont le même, voilà, on touche aux enfants, on touche à l'humanité entière, on touche aux générations Moi, je n'ai futures. pas d'enfant. Moi, je n'ai pas d'enfant et je saigne pour tout. Mon cœur saigne pour tous les enfants qui tombent là-dedans. Alors, je voudrais dire quelque chose. J'ai entendu, parce que je participe de temps en temps à des émissions comme ça, des gens qui disent oui, en fait, ça a toujours existé. Non, la pédophilie a toujours existé, jamais dans de telles proportions et jamais au pouvoir. Jamais au pouvoir. Les pédophiles sont des gens qui se sont glissés dans les couloirs du pouvoir pour avoir de la protection, mais à l'heure actuelle, c'est les dirigeants du monde qui sont les criminels. Ça n'est jamais arrivé avant. Et non seulement ils sont les criminels, mais ils en sont contents, ils s'en vantent, puisqu'ils passent leur temps à vanter la sexualisation des enfants. Ils passent leur temps à dire qu'il faut que les enfants apprennent ceci, apprennent cela, apprennent le sexe. Mais c'est infernal. Ce qui veut dire que ce qui est en train de se passer, c'est sans précédent. J'ai entendu des gens dire ouais ben ça va, on va remettre son mouchoir dessus puis ça va recommencer comme. Non, non, ça c'est plus possible. Ça n'est plus possible. C'est la grande révélation. On reculera pas. On ne reculera pas. Est-ce que selon toi, Marion, on en a déjà discuté, mais ça va bien finir cette histoire-là? Parce que quand on touche aux enfants, moi je vois des parents, forcément, là ça touche, on touche à ce qu'on a de plus précieux au monde en fait. Donc est-ce que ça peut bien se finir ces histoires-là? Bah, ce qu'on ne sait pas, l'inconnu, c'est combien de temps ça va durer. Ça, c'est l'inconnu, c'est ce qu'on ne maîtrise pas. Mais le bouleversement en cours ne peut que bien se terminer. Alors, ça veut dire quoi bien? Il y aura des pleurs, des grincements de dents, il y aura du sang sur les murs, je pense. Hein, et je ne le souhaite pas, moi je ne suis pas violente. Mais je pense que ça va mal se terminer pour les salopards qui nous gouvernent et ils ne vont pas se laisser faire non plus. Ils ne vont pas se laisser faire. C'est-à-dire que ça va être très violent. Ça va être très violent. Mais je pense que ça se terminera bien. Je pense qu'une société qui promeut la prédation des enfants n'est pas une société qui a de l'avenir. Donc, c'est une société qui est en train de s'effondrer, qui est en train de disparaître. Mais nous, on est dessous. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on n'est pas comme ça. Alors, debout les valeureux, debout les vaillants, debout les purs, debout les gentils. Debout les gentils. On dit toujours bon, c'est con. Non, debout les bons. Debout les bons. Ouais. Et tu as dit quelque chose de très intéressant aussi, Marion, quand tu disais entre les Rothschild et les Rockefeller, il ne fallait qu'une place finalement qui allait nous servir à nous. Ouais. Et est-ce que tu peux un petit peu développer ça, ce que tu en penses de ça? Du coup, c'est quoi, une guéguerre entre eux aussi qui va Ben, c'est pas forcément une guerre, ça peut être la guerre finale. Hein. Ça peut être la guerre finale. Ouais. Je connais pas, j'ai un petit peu étudié le réseau Rockefeller par l'intermédiaire du travail de Judith. Je me suis pas penchée sur le réseau Rothschild. Bon, à part qu'on sait ce qu'il en a été en France, comment le réseau Rothschild s'est immiscé dans la société française. Sur le plan international, je ne sais pas comment il fonctionne. Je sais pas comment il fonctionne. Et il apparaît que l'affaire Epstein, là, ce qui est en train de sortir, c'est ce qui touche plus précisément au Rothschild. Donc, je ne peux pas aller au-delà de ce que je t'ai dit. J'ai l'impression que les uns et les autres ne sont pas tant la main dans la main que ça, et que ça c'est peut-être ça qui nous sauvera. C'est-à-dire que quand ils vont se ruer l'un contre l'autre ou les uns contre les autres, c'est nous qui pourrons tirer les ballons du feu. Non, mais c'est très intéressant ça, je te remercie parce qu'on ne l'avait pas abordé non plus et c'est assez passionnant. C'est une hypothèse, hein, c'est une hypothèse, Ouais, c'est pas une prophétie. Hein. Ouais, non, bien sûr, mais c'est intéressant d'avoir aussi cette grille de lecture-là et qui nous redonne aussi de la force. Et parce que c'est vrai que là, je vois dans les commentaires, je regarde un petit peu au fil, beaucoup disent que les parents sont endormis, d'autres disent, non, en fait, c'est là que ça va se réveiller. Alors c'est vrai qu'on a vu, on en avait déjà parlé aussi, Marion, mais on répète peut-être pour les nouvelles personnes aussi, des parents qui n'ont pas su se positionner, qui ont accepté les mesures dites sanitaires, par exemple, le port du masque, les distanciations sociales, tout ce qu'on a fait subir aux enfants qui était de l'atrocité pure. On se pose la question, en fait, qu'est-ce qu'il va falloir encore de plus pour que les parents se saisissent de ça? Parce que moi, ma question, quand même, sous-jacente,
c'est finalement, est-ce qu'on n'est pas encore dans l'entre-soi avec les dossiers Epstein? Je me pose la question des normies un peu là, qui sont encore sur l'entre-soi, j'ai pas l'impression. Maintenant, pour répondre à ta question précédente, combien faut-il encore pour que les parents réagissent? Chacun réagit à son rythme. Écoute, moi, je viens de très loin. Si je suis consciente comme je suis aujourd'hui, je viens de très loin. J'ai frayé chez les trotskistes, j'ai été féministe, j'ai été tout l'inverse j'ai été complètement partisan de tout ce que je combat maintenant. Donc, ça veut dire que tout le monde a le droit de se tromper, ça fait partie de la nature humaine, hein, errare humanum est, l'erreur est humaine, l'erreur fait partie de l'humain, et chacun va à son rythme pour prendre conscience de ce qu'il doit faire. Et je pense que tous les matins, il y a des gens qui comprennent de nouveau, faut surtout pas forcer. Faut surtout pas forcer les gens à voir. J'ai l'habitude de dire, quand des gens me disent, mais comment je peux faire pour convaincre mon mari, ma femme, mon père, je dis, tu lâches la vérité et tu quittes la pièce. Tu ne discutes pas, tu lâches l'info et tu t'en vas. Et l'info fera le travail toute seule. Ça fera son chemin tout seul dans l'inconscient des gens, dans la psyché des gens. On ne peut pas forcer les gens à voir ce qu'ils refusent de voir. Par contre, on peut leur mettre une petite lampe dans un coin en disant, quand ils auront une disponibilité d'esprit, la lampe sera là et ils pourront s'y éclairer. C'est comme ça qu'il faut faire. Et je crois que de plus en plus de gens sont conscients. Et je disais récemment à un ami qui me disait l'éducation sexuelle à l'école, j'ai dit c'est pas les enfants qu'il faudrait éduquer, c'est les parents. Quand on pense que c'est les fadaises que les parents peuvent justifier, oui mais mon enfant il a besoin de ceci, il a besoin de cela pour l'éducation sexuelle, je veux dire c'est fou, c'est les parents qu'il faut éduquer, c'est les parents qu'il faut retourner voir. C'est les parents qu'il faut retourner voir. Tu sais, Marion, moi j'ai entendu, il me semble, peut-être que je te l'avais déjà dit dans une autre émission, mais des parents aussi qui sont contents de ça finalement, parce que c'est un sujet tellement compliqué à aborder avec ses propres enfants, qu'ils se disent comme ça, j'aurais pas à le faire moi. Mais c'est ce que je te dis, c'est les parents qu'il faut éduquer. Mais c'est les parents qu'il faut éduquer. C'est les parents qu'il faut éduquer. Mais en fait, si les parents ne savent pas comment en parler avec leurs enfants, c'est qu'ils ne savent pas non plus eux-mêmes comment se positionner. Avant, on disait le sexe, c'est pour le mariage et un homme et une femme sont censés arriver vierges au mariage. Maintenant, on dit la virginité à 12 ans, t'es encore plus seule, bah alors, mais voilà, bon. Faut remettre les pendules à l'heure, il faut retomber sur ses pieds, il faut étudier d'où nous vient ce renversement, ce bouleversement des valeurs. C'est voulu, organisé, pensé, c'est le fruit d'une entreprise mondiale maléfique. Et maintenant, on peut très bien retourner à autre chose. Alors, je ne dis pas il faut retourner à interdire. Je ne suis pas pour interdire, je suis pour qu'on conseille. Judith disait, qu'est-ce que vous préférez? La société où les jeunes gens se fréquentent en se touchant d'un doigt et en se faisant un bisou et ensuite ils apprennent, ils se connaissent charnellement dans le cadre de leur couple, dans le cadre du mariage, ou une société où on commence à parler sexe à des tout petits enfants qui se mettent à se violer les uns les autres dans la cour de récré de l'école maternelle. Il faut choisir, ça sera l'un ou ça sera l'autre. Moi, ma théorie par rapport à la vie sexuelle, c'est que ça regarde l'intimité sacrée du couple. C'est tout ce que je dis. Ben, ça tombe bien puisque c'est ce que je voulais que tu dises. Parce que tu le dis si bien à chaque fois. Mais oui, non, mais l'intimité sacrée du couple. Voilà. On n'a pas à en parler publiquement, on n'a pas à en faire état publiquement. Ça n'est pas un sujet de société. Ça n'est pas un sujet de société. Voilà. Alors, j'ai malgré tout, j'ai mis un petit peu d'eau dans mon vin, je lis tellement de choses, j'ai lu quelques textes émanant de sexologues, alors un Américain et une Française, qui m'ont semblé dire des choses extrêmement sensées, bienveillantes, et pas du tout dans l'esprit maléfique des autres sexologues. C'est-à-dire que j'ai rencontré 2 sexologues qui avaient un discours tendant à dire il y a des couples qui dysfonctionnent et qu'on peut aider à fonctionner mieux. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des gens qui prétendent qu'on peut, à partir de certaines études, avec bienveillance, aider à des couples qui sexuellement dysfonctionnent, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à se trouver, on peut les aider à trouver le plaisir partagé ensemble. Pourquoi pas? Moi, j'ai rien contre. Mais ça concerne les adultes et les couples.
couple. Ah bah évidemment que ça concerne les adultes. Ah, mais c'est Évidemment. ça, parce que Évidemment que ça concerne les adultes. Non, mais attends, les adultes sont également complètement abusés par les sexologues. Regarde le sexologue, le grand sexologue Gilbert Torgman, là, quand il est mort, il y avait 80 plaintes pour viol dans son cabinet. Ouais, que tu as connu et tu en parles Ah ben, aussi je l'ai dans ton connu, livre, ah oui, c'est oui, aussi un mensonge. Ouais, ouais. Ah, le salopard. Ah, le salopard. Ah oui, j'ai connu ce monsieur. Et j'ai connu ce monsieur, et je reviens sur la chose, je pense que je ne sais pas si, oui, j'en ai parlé avec toi. Le Gilbert Torgman, là, c'était le pape de la sexologie française, là. J'ai prévenu quand je l'ai croisé quand j'avais 18 ans. Mon père me martyrisait. Enfin bon, hein, je suis allé le voir dans son cabinet pour lui demander simplement de l'aide. Hein. Je n'avais pas de problème sexuel, j'étais vierge et il n'était pas question que je cesse de l'être si rapidement que voilà. Et il m'a sauté dessus. Il m'a sauté dessus, c'est-à-dire que ce mec était un prédateur. Et il se trouve que, alors c'était en 1968, il a dû me sauter dessus début 69 ou fin 68, je ne sais pas. J'ai prévenu tout le monde. J'ai prévenu tout le monde. J'ai prévenu ma mère, donc les parents d'élèves, les parents d'élèves, ça veut dire toute la population alentour. J'ai prévenu le planning familial, parce qu'il y avait une dame du planning familial qui habitait dans notre quartier et que ma mère connaissait par relation de voisinage. Et j'ai prévenu la directrice de mon lycée. C'est-à-dire que Gilbert Torgman, il n'avait pas encore commencé sa carrière de grand sexologue, qu'il était catalogué prédateur de jeunes filles. Et il est tombé en 2000, alors ça c'était en 68, il est tombé en 2005 ou 6 ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il a fait toute sa carrière avec un dossier épais comme la tour Montparnasse. C'est pas un réseau, ça? C'est pas un réseau, ça? C'est ça, en fait. Mais oui, tout le monde là, savait, tout le monde savait, c'était un prédateur. En plus de ça, il était partout, il était sur tous les plateaux de télé. C'était un prédateur, ce mec. Moi, quand j'entends sexologue, je sors mon revolver. Mais je te dis, sauf que j'en ai croisé deux qui disaient des choses très jolies. Donc, je veux bien, voilà, mais c'est effrayant, c'est effrayant, effrayant. Et il a été couvert par qui? Mais par ses pairs, par ses pairs. Il y a eu des plaintes. Alors, moi j'ai prévenu. Admettons, une petite dame de 18 ans, bon, de ça, je n'ai pas déposé plainte, hein, j'ai juste prévenu. Bon, admettons que il n'y avait pas de suite. Mais très rapidement, il s'est avéré qu'il abusait de ses patients avec la complicité de madame, enfin avec sa femme. Effrayant, effrayant. Si ce n'est pas un réseau, qu'est-ce qui a pu protéger ce mec à ce point-là? Il a été président de l'Association mondiale de sexologie. Il ne pouvait pas monter plus haut. Et il ne savait pas peut-être. À un moment donné, il y a un article qui est paru dans un journal qui s'appelait, l'article a dit « L'horreur derrière la porte ». Et c'est un article qui ne le nommait pas, mais qui racontait exactement ce qu'il faisait en consultation. Eh bien, moi, je te dis, si j'avais lu cet article à l'époque, parce que je l'ai lu au moment où j'ai écrit mon livre, hein, je l'ai retrouvé, à l'époque, si j'avais lu ce livre, je l'aurais reconnu. J'aurais dit « Oh, ça c'est Torgman !» Oh, je l'aurais reconnu. Et tous ses pairs, tous ses collègues, ils ne l'ont pas reconnu. C'était paru dans un journal, c'était Psychologie, je ne sais pas trop quoi, enfin, un journal professionnel, que tous ces gens-là ont lu. Donc, le docteur Torgman, tous ses collègues savaient ce qu'il faisait, qui il était. Personne n'a moufté. C'est pas un réseau, ça, c'est quoi? C'est quoi? Ah oui, c'est la preuve criante, effectivement, que des réseaux existent. Et comme tu disais aussi, tu racontes que c'est sa femme qui prenait les rendez-vous, même s'il avait déjà des plaintes, etc. Il a continué d'exercer. Enfin, Et sa femme, quand la première plainte est tombée, sa femme a téléphoné à la plaignante et dit vous avez vu chez sa femme, et puis on a des enfants, et puis puis il est malade. Elle voulait qu'elle retire sa plainte. Elle voulait qu'elle retire sa plainte. Vous croyez que la femme, elle aurait dit oh, mari violeur, pas pour moi. Allons. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, je ne sais pas. Je croyais que tu voyais la balance Ah oui, là, c'est l'état de la France, effectivement. Bon, il y a plein de sujets. Là, nous nous concentrons déjà sur ce sujet-là qui est atroce. Mais tu sais, ce sujet-là, c'est le pire. C'est-à-dire que une fois que toute la vérité aura été dite là-dessus, il n'y aura plus rien à révéler. Finalement, c'est ce qui tient. C'est là qu'on se rend compte. C'est ce qui tient les uns avec les autres, le pouvoir en place aussi. Et si on fait tomber ça, effectivement, j'ai l'impression aussi, comme toi, qu'on fait tomber tout le château de cartes. On fait tomber tout le château de cartes et on peut repartir à zéro. On peut repartir de la base. On n'aura plus à avoir peur de ces gens-là. Ils manipulent tout.
Tu sais, ces gens qui ont décidé de supprimer 90% de la population mondiale, parce que ça, c'est des gens qui l'ont décidé. Hein. Il y a eu le j'en parle dans Sexologie et mensonges, hein, en 1969, il y a eu une réunion qui a dit, voilà, ça a été publié sous le titre Le Nouvel Ordre des Barbares. Il y a des gens qui se sont réunis et qui ont dit, voilà, il faut supprimer 90% de la population mondiale, voilà comment on va faire. Alors, il y a le volet sexuel, c'est ce qu'on a compris, promouvoir l'avortement, promouvoir la contraception, promouvoir la sexualité des jeunes qui va promouvoir l'avortement et promouvoir l'homosexualité de toutes les manières possibles, enfin bref, en mentant, bref. Ça, c'est l'aspect uniquement sexuel. Mais il y a toutes les autres manières. Il y a supprimer la population mondiale en développant des maladies et en interdisant qu'on les soigne. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? En faisant la promotion de l'euthanasie. Sais-tu comment ces salopards, faut être vicieux, comment ils ont imaginé de promouvoir l'euthanasie? Ils ont imaginé de rendre les notices explicatives des médicaments pour les vieux moins lisibles, c'est-à-dire avec une encre bleue plus pâle pour que les vieux n'arrivent pas à les lire, demandent à leurs enfants de les lire et se culpabilisent d'être dépendants de leur enfant. Tu te rends compte? Ah ouais, bah ça, je savais pas, tiens. Ouais. Tu te rends compte d'une horreur? Comment c'est vicieux? L'idée, tu as des gens qui se sont réunis pendant des années pour essayer de nous empoisonner la vie de toutes les manières possibles pour qu'on leur débarrasse le plancher, qu'on leur laisse la place. Non, mais sans blague. Non, mais sans blague. Moi, j'ai rencontré un jour dans une situation tout à fait différente, tout à fait anodine, mais quelqu'un qui disait vous êtes trop nombreuses. J'ai dit, t'as qu'à t'en aller, toi. Attends, si je trouve qu'on est trop nombreux, tu t'en vas. Moi, je suis bien là. Moi, je ne suis pas trop nombreuse. Ouais. Effectivement. Ils ont qu'à laisser la place. Non? Il y a Mohamed qui dit oh les malades. Ben oui, c'est ça, ce sont des malades dégénérés. Ce sont des dégénérés, ce sont ce qu'on appelle des pervers, c'est-à-dire. Est-ce que tu sais la différence entre un pervers et un sadique? Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit ça. Non, je ne crois pas. Alors, les deux jouissent du mal qu'ils font. D'accord? Mais le sadique qui va torturer par exemple une jeune fille, hein, tu te rends compte, tu lui fais mal. Ben non, oh, arrête, elle aime ça. Ça, c'est le sadique. C'est-à-dire qu'il jouit de faire mal, mais. Et le pervers, il dit elle aime pas ça? Zaguez-vous. Ouais. Eh bien, ce sont les pervers qui nous dirigent, pas les sadiques. Les pervers nous dirigent et ils ont mis des sadiques partout. Les pervers nous sont surveillés par des sadiques. Merci beaucoup, Marion, pour tout ça. Merci pour tous ces apports. C'est en train de s'effondrer. Judith l'a bien dit, elle a dit la condition sine qua non pour que leur plan réussisse, c'est qu'ils ne soient pas inventés. Qu'ils ne soient pas quoi, pardon, excuse-moi? Inventés, c'est qu'ils ne soient pas révélés. C'est qu'ils ne soient pas révélés. Pour que le plan réussisse, il faut que les gens ne sachent pas. Manque de peau. Manque de peau. Ça y est. D'ailleurs, ils essaient aussi de encore plus serrer la vis au niveau de la liberté d'expression, de restreindre les réseaux. Enfin, on voit qu'ils sont un peu en panique quand même. Hein. Oui, c'est clair, c'est clair. Parce que là, même les médias mainstream se sont emparés quand même de l'affaire. Alors. Oui, enfin, tu sais bien que c'est les Russes. Tu sais bien que c'est les Russes. Oui, c'est ça. C'est toujours les Russes. Effectivement. C'est toujours les mêmes fils. Ouais, c'est ça. Et les complotistes. C'est les complotistes. Et les antisémites, etc. Toujours les mêmes choses. On reprend les mêmes trucs et on recommence. Mais pour autant, les médias mainstream ont quand même dû se saisir aussi de l'affaire. Donc ça, c'est quand même intéressant. Bah, c'est plus, au bout d'un moment, c'est plus évitable, quoi. Ils ne peuvent plus faire autrement. Je dis, la seule inconnue, c'est la durée de la crise. Mais là, à mon avis, tel que c'est parti, c'est gentil de m'avoir ramené l'épisode de la citerne, pour avoir une image de la citerne, mais la citerne, c'est vraiment le bon exemple. Le trou d'épingle va devenir un petit trou, va devenir une fente, et la fente va devenir une brèche, et la vérité va jaillir. Ouais, j'espère. Et ouais, j'espère que ça prendra. Moi, j'ai pas de doute à ce sujet. Alors, moi, si j'ai un doute à ce sujet,
c'est compte tenu de mon âge, je ne sais pas si je vivrai assez longtemps pour voir la libération. Mais les gens après moi la verront. Ouais. J'espère, Marion, j'espère qu'on pourra fêter ça ensemble. Parce qu'avec tout ce que tu Oui. t'es battu et que tu continues de te battre, tu Ah oui, je mériterais de voir continue. ça. Ouais. Je te remercie, Elise, je te remercie. Merci, Marion. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup pour ta confiance et merci infiniment pour tout ça. Si vous voulez retrouver les livres de Marion Sigaud, c'est sur Book Edition, The Book Edition, précisément. Voilà, Book Edition, Marion Sigaud Book Edition, vous allez trouver mes livres. Alors voilà. Ouais, je vous encourage vraiment à les lire parce que comme vous voyez Marion, vous la lisez de la même manière. Et ça, c'est très agréable. Comme ça, on retrouve la personne avec nous dans notre lit le soir et ça, c'est cool. Et dans nos rêves, bon, des fois un peu difficile, des fois un peu des cauchemars selon ce qu'on lit, mais enfin, c'est important de savoir et la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre, absolument. Allez, je t'embrasse. Au revoir. Merci Marion, je t'embrasse très fort et à très bientôt, j'espère. Merci à bientôt, Marion. au revoir. Merci encore. Merci à toutes et tous d'avoir été là. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à partager, à enregistrer aussi parce que c'est pas sûr qu'elle reste cette émission. On est censuré. J'ai pas pu diffuser sur mon Facebook ce soir, donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.